Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur Love, Death and Robots, série d'anthologie d'animation sortie la semaine dernière sur Netflix et produite par Tim Miller, donc le réalisateur de Deadpool, et David Fincher. Et alors des fois tu te demandes ce qui se passe dans des bureaux de certaines productions, genre Netflix, où ils acceptent de miser sur ce genre de projet. Vraiment, je trouve ça mais tellement génial, tellement inespéré, que j'avais envie vraiment de vous en parler, de faire une vidéo dessus. C'est une série sur laquelle j'étais pas énormément convaincu sur le premier épisode. J'avais vu le trailer et je me disais ouais, ça a l'air bien sympa, mais le premier épisode est bien, mais après je me suis dit bon, est-ce que je vais vraiment accrocher au délire, à l'univers, etc. Et en fait, c'est vraiment à partir du troisième épisode que je me suis tout avalé d'un coup et j'ai vu à peu près tout ce que j'aime dans l'univers de l'animation, dans l'univers de la SF. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous donner envie de regarder cette série qui fait à peu près un peu plus de 3 heures si on attache tous les segments les uns avec les autres. Alors c'est une série d'anthologie qui est adaptée essentiellement de nouvelles, de short stories comme ils appellent aux États-Unis. Et alors ce qui est absolument génial, c'est que non seulement on a le droit à chaque fois à une histoire différente, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et ça c'est plutôt jouissif, et à chaque fois on a le droit à une technologie d'animation totalement différente. En gros, je vais pas faire mon spécialiste en animation parce que je m'y connais pas assez, mais si vous voulez, on a le droit par exemple à du cel shading, on a le droit à de la motion capture, à de l'animation 3D, à de l'animation 2D, etc., etc. On a le droit à plein de genres différents. En gros, dans cette vidéo, j'ai pris le parti de ne pas vous spoiler. C'est-à-dire qu'il y a 18 histoires, je ne vais pas vous raconter les 18 histoires. Je vais vous dire à peu près quelles sont les histoires notables, les histoires qui sortent du lot, mais il y a à peu près, on va dire, allez, 85% de l'anthologie qui pour moi ressort vraiment. Donc ça va faire beaucoup d'histoires, mais je ne vais pas vous les raconter, vous détailler. Et puis surtout que c'est des histoires qui finissent souvent par des plot twists, quoi, qui se terminent en cliffhanger et tout. Donc ce serait dommage de vous griller les fins, etc. C'est juste vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous donner envie de la regarder. Vous n'allez vraiment pas regretter, en tout cas pour ceux qui aiment cet univers. Mais avant d'en parler, il faut quand même préciser une chose, c'est que quand tu regardes la série, tu sens que c'est adapté de quelque chose que moi j'ai connu, peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu, quelque chose qui s'appelle Métal Hurlant. Et plus je regardais la série, en tout cas surtout dans sa première partie, en fait, on va dire dans les 8-9 premiers épisodes, on a vraiment cette impression de revivre les années Métal Hurlant. Alors, qu'est-ce que Métal Hurlant? Parce que Métal Hurlant, il y a eu un film en 1981 qui est sorti, un film américain ou canadien, je crois, mais qui lui-même, donc c'est un film, pareil, avec 4-5 histoires faites en animation, mais c'est un film qui est adapté d'une revue française sortie dans les années 70. C'est une véritable anthologie de la BD pour adultes, un véritable laboratoire d'où sont sortis quelques chefs-d'œuvre et un bon nombre de grands noms de la bande dessinée contemporaine. Métal Hurlant a inspiré par exemple directement ou indirectement l'esthétique de nombreuses œuvres graphiques, littéraires ou cinématographiques, genre Mad Max, Alien, Blade Runner, Le Cinquième Élément, etc. Donc Métal Hurlant, tu as des filles guerrières du futur dénudées, des planètes exotiques, un univers cyberpunk, steampunk, violence graphique et sexuelle assumée, de l'érotisme en veux-tu, en voilà. Métal Hurlant a quasiment inventé un grand pan de la SF telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et très franchement, Love, Death and Robots, surtout dans sa première partie, se revendique clairement de cet héritage-là, de l'héritage de Métal Hurlant. Et je vous cache pas que ça fait vraiment du bien de retrouver ce type d'animation, ce type de science-fiction-là, qu'on a un petit peu perdu, c'est vrai, il faut le dire, et qui avait officié vraiment dans cette revue-là. Donc c'était important quand même, avant que je vous parle des épisodes, de vous dire sur quoi ça se reposait, Love, Death and Robots. Et c'est vrai que tu as vraiment cette impression qu'il y a énormément d'auteurs qui ont travaillé pour cette série d'anthologie, qui ont vu Métal Hurlant, qui ont lu Métal Hurlant. C'est très clair là-dessus. Alors maintenant, on va passer aux épisodes, pour moi, remarquables, pour moi, qui sortent du lot, mais il y en a quand même pas mal, finalement, qui sortent du lot, quand on regarde bien. Évidemment, dans une série d'anthologie, c'est toujours plus ou moins inégal. C'est comme Black Mirror. Black Mirror, tous les épisodes ne sont pas au même niveau. Il y a des épisodes vraiment qui sont de réels chefs-d'œuvre, et tu vas avoir des épisodes forcément en dessous. Là, c'est exactement pareil. On peut pas, sur 18 épisodes, tout mettre au même niveau de qualité, quoi. Mais il va y avoir énormément de choses qui vont se démarquer
marqué, notamment le 3e épisode qui s'appelle Le Témoin, dans lequel on raconte l'histoire d'une stripteaseuse à Hong Kong qui va se faire poursuivre par un mec qui veut la tuer. Et là, c'est pas tant le scénario qui est extraordinaire, bien que la fin soit absolument géniale, je ne vous la révélerai pas ici, mais c'est l'animation. J'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai jamais vu ce type d'animation. Commencez même par ce segment-là. Vous allez vous prendre une claque monumentale, ça dure 8 minutes, c'est d'une efficacité redoutable et je l'ai revu une 2e fois et vraiment à chaque fois je me dis mais quelle technique d'animation, c'est extraordinaire. C'est très violent, c'est une violence totalement assumée, hein, du sexe totalement assumé, mais c'est vraiment, vraiment génial. Alors il y a quand même le 2e épisode qui est très très sympa, où on retrouve 3 robots qui explorent une ville après un événement post-apocalyptique. Et en fait, alors ça c'est très drôle puisque ça va être plus léger hein, que les autres segments. Et ces 3 robots qui en disent long sur notre humanité, sur l'être humain. Et tout ça est vu à travers le prisme de la machine. Et c'est plutôt malin, les dialogues sont super, c'est drôle et c'est très très critique vis-à-vis de notre espèce humaine. Alors ensuite, tu as le 4e épisode qui s'appelle Des fermiers équipés. Alors là, le scénar est très moyen, très franchement, c'est un gros truc d'action, hein. Mais alors, mise en scène archi spectaculaire, une chute dans l'histoire qui est assez sympa. Mais là, on mise plus sur l'aspect spectaculaire du dessin animé. C'est vraiment... on s'en prend plein la gueule, il y a un côté un petit peu Starship Trooper, mélangé à Alien 2, avec ces robots que les humains commandent de l'intérieur. Et c'est vraiment génialissime, mais je dirais que c'est juste le scénario qui est un peu moins bon. Mais à voir, parce que c'est hyper divertissant. Alors le 6e épisode, la revanche du yaourt. Ouais, alors mais je tiens à dire que la revanche du yaourt, ça aurait pu être une super histoire si ça avait été développé. C'est vrai que c'est l'épisode qui divise le plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, non mais c'est n'importe quoi, etc. » Oui, c'est sûr, on a l'impression d'avoir pris 10 acides en regardant cette histoire de yaourt qui veut absolument dominer le monde. Mais ça en dit énormément sur nos sociétés. Le problème, c'est que c'est un court-métrage qui n'est pas assez creusé. Et j'imagine même que cette histoire-là aurait pu être repris par un Pixar. Ça aurait pu donner quelque chose de très très bon, mais malheureusement, c'est un segment qui, à mon avis, n'est pas assez creusé. Alors maintenant, on arrive pour moi peut-être au meilleur. Et là, pour le coup, c'est un court-métrage qui est réalisé par des Français. Ça s'appelle La Faille, dans lequel un vaisseau se retrouve prisonnier à un moment donné d'une espèce de faille, quoi, en gros. Je ne peux pas vous en dire plus. Et c'est un équipage composé d'un homme, d'une femme, non, de 2 femmes. Alors on a l'impression d'une cinématique PS4, c'est vrai, mais c'est pas dérangeant. T'as du sexe à foison, la violence, c'est glauque. C'est dommage que je puisse pas vous révéler la fin, parce que le twist est vraiment génial. Mais c'est d'une glauquerie absolue. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, quoi. C'est peut-être pour moi le court-métrage qui m'a le plus dérangé, et c'est peut-être pour moi le mieux fait finalement quasiment de toute la série. Vraiment, La Faille, pour moi, c'est le court-métrage qui sort du lot, quoi. Et on en arrive aussi à un des meilleurs qui s'appelle Bonne Chasse. Alors là, c'est tout simplement magnifique. C'est beau, c'est poétique. C'est une histoire, on va dire, d'amitié, d'amour, hyper touchante. Entre un petit garçon et un espèce de démon, mais je peux pas vous en dire plus. C'est superbement bien mis en scène, c'est vraiment très très beau et très sincèrement on a envie que ça dure 1h30. Alors vraiment, c'est peut-être un des seuls d'ailleurs où on se dit « Oh, j'aimerais que ça continue, quoi ». C'est dommage que ça s'arrête, réellement. Même s'il y a une fin, il y a une bonne chute, on a vraiment envie que ça continue. Donc La Bonne Chasse, ça c'est un des meilleurs je trouve avec La Faille. Et alors ce qui est marrant parce que c'est deux courts-métrages qui suivent. Alors ensuite on a La Décharge, hein, c'est le 9e épisode qui est bien animé, qui est sympa, bon mais il n'y a pas grand chose à en dire. Le Coup de Main, qui est absolument génial, pareil un peu en mode cinématique PS4, et qui lorgne un peu du côté de Gravity et d'Alien 1 même. Alors pas d'Alien 1 par rapport à la bête, mais plus par rapport à des thématiques bien précises, où on retrouve par exemple les gens qui sont à bord du vaisseau et qui sont mal payés, etc., etc. On va retrouver un peu cet univers-là. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent et il y a vraiment une impression de suffoquer, un peu comme dans Gravity d'ailleurs, mais très franchement c'est hyper efficace et super bien fait, quoi. Alors après on a un segment invraisemblable qui s'appelle Les Esprits de la Nuit.
l'histoire de deux personnes qui se retrouvent en panne sur une espèce de route des États-Unis perdue au milieu de canyon. Et alors là, c'est le repos de la série, quoi. C'est-à-dire que là, on a un truc hyper poétique. Bon, on a l'impression d'avoir pris 50 acides, quoi, parce que c'est un espèce de ballet dans le ciel avec des créatures colorées, des créatures issues de la préhistoire. Et alors, c'est tout simplement génial, quoi. C'est super beau. On est complètement embarqué dans cette espèce de ballet nocturne. Et alors ça, c'est un court-métrage qui est fait en cel shading. Je suis pas certain du terme, mais on a vraiment l'impression de lire comme une bande dessinée, quoi. Mais une bande dessinée animée. Enfin, c'est très étrange et c'est super beau. Pour moi, c'est le petit souffle un peu, c'est le petit repos. C'est le petit repos de la série au milieu de tout cet univers cyberpunk, steampunk hyper violent. Là, on a le droit à un truc qui sort complètement du lot et qui repose un peu. Alors ensuite, on a Lucky 13, donc le 13e épisode. Donc là, c'est un épisode entièrement réalisé en motion capture. Alors attention, c'est pas de la motion capture digne d'Avatar, hein. Ils n'ont pas non plus ce budget-là, mais c'est très bien fait. Là, pareil, ça va pas être le scénario qui va être extraordinaire, mais ça va beaucoup plus miser sur l'action. Et j'avoue que les scènes d'action sont archi spectaculaires. Je crois qu'on retrouve une des héroïnes de Orange is the New Black, qui a été prise en motion capture dans cet épisode-là. Et c'est super efficace d'un point de vue de mise en scène. Scénario un peu faiblard, mais franchement, à voir. Alors ensuite, on arrive à l'âge de glace, c'est le 16e épisode, génialissime. Donc là, il y a à peu près, allez, on va dire 70% de vrais films, puisque ça met en scène Mary-Elizabeth Winstead et l'acteur qui jouait dans Spider-Man 3 et That 70 Show. Et donc toute l'action va se passer dans une cuisine avec un frigo. Et à l'intérieur de ce frigo, on va voir l'évolution de l'humanité. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est absolument génial. Donc 75% de vrais films, de films live, on va dire, et tout le reste est en animation. Et alors, voilà l'animation, c'est juste incroyable. Là, dans celui-là, on quitte totalement l'univers un peu métal hurlant, cyberpunk et tout. Là, on va plus être dans une ambiance typiquement Spielbergienne. C'est un épisode qui est hyper réussi, qui nous emmène loin dans l'imaginaire, qui est vraiment aussi rafraîchissant et qui fait du bien, qui est pas forcément glauque, qui est pas triste non plus, mais qui est une petite bulle de champagne comme ça dans cette série d'anthologie. Le 17e qui s'appelle Histoire alternative, super drôle, qui met en scène en fait plusieurs décès d'Adolf Hitler et qui raconte les conséquences par rapport à ces différents décès. C'est-à-dire qu'au début, ça part presque même sur des choses qui sont presque plausibles quoi, sur certains trucs. Et puis après, ça part complètement en cacahuète, mais c'est vraiment très drôle avec une espèce d'animation assez traditionnelle, quoi. C'est le petit moment drôle de la série. Et puis on finit par une guerre secrète, donc c'est le dernier épisode dans lequel on met en scène des Russes qui vont faire face à une invasion extraterrestre. Alors là, j'ai énormément de réserves parce que c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Mais là, pour le coup, on dirait aussi, c'est vrai, une cinématique de jeu vidéo, hein, une cinématique PS4, mais c'est pas ça que je vais reprocher, c'est surtout quelque chose qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo presque 10 ans auparavant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'innovation, c'est-à-dire que si le scénario, par exemple, avait été mieux travaillé, si ça avait été un truc vraiment très fort sur le scénario, je t'aurais dit, ok, c'est pas un problème. Mais là, le problème, c'est que tu n'as pas l'impression d'un truc, t'as quand même l'impression d'un truc assez lambda, quoi. Une armée qui fait face à un truc d'extraterrestre, un peu comme dans le 4e segment, où on a l'impression d'un énième Starship Trooper. Et là, c'est un peu pareil, mais avec une grosse cinématique de jeu vidéo. Donc je dirais que c'est pas spécialement novateur, mais c'est à voir, parce que c'est assez impressionnant. Mais disons que c'est pas le truc que je vais retenir en tout cas de cette série-là, quoi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette série d'anthologie Love, Death and Robots. Vraiment, si vous aimez cet univers style métal hurlant, même si vous n'avez pas connu métal hurlant, si vous aimez l'univers cyberpunk, steampunk et tout ça, mais jetez-vous dessus, vous allez vous régaler. Ça mériterait vraiment une saison 2. J'espère qu'ils vont nous commander une saison 2. Et peut-être, du coup, ce qui serait bien, c'est peut-être moins d'épisodes, mais du coup, mieux développé, peut-être je sais pas moi, des courts-métrages qui dureraient 20-25 minutes, quoi, ou peut-être des moyens-métrages, ou alors peut-être des épisodes à la Black Mirror, pourquoi pas. C'est pour ça que cette série n'égalera pas Black Mirror, parce que Black Mirror, c'est quand même une série qui développe énormément ses épisodes, ses histoires, etc. Là, on a l'impression sur des trucs d'essai, même si
énormément d'histoires ont des chutes, ont des twists qui donnent une véritable fin à l'histoire. Mais des fois, on aimerait quand même un peu plus. On aimerait que ce soit plus développé que ça. Et à mon avis, ils y gagneraient vraiment en efficacité sur les scénarios. Ce serait super important, mais tout en gardant ces technologies d'animation qui sont juste extraordinaires et surtout en gardant cette liberté de ton. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, quoi. Ce sexe complètement décomplexé, l'humour, le trash, la violence, etc., etc. Il faut garder ça. C'est ce qui faisait la patte de Métal Hurlant. C'est pour ça qu'on a aimé justement ces années-là et qu'on a pu retrouver après. Voilà. Et là, on retrouve un peu cet esprit-là. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Donc, vivement une saison 2. Et pour ceux qui aiment cet univers, précipitez-vous sur Love, Death and Robots. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien YouTube dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus sur la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!